Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David et aujourd'hui je suis avec Pierre-Marc. Salut Pierre-Marc. Allô? Qui vient continuer de nous partager son top 100, donc c'est le deuxième segment. On va donc s'attaquer aux positions 81 à 90. T'es prête? Absolument. Let's go. Alors, on commence ça en grand avec la position 90, un classique du placement d'ouvriers. Certains disent le premier, d'autres ne sont pas d'accord. Alors, il s'agit de Caylus, mais je vais choisir particulièrement la version la plus récente qui est Caylus 1303, 1303, Ouais. qui est la version qui a été rééditée en 2019, mais c'est un jeu à la base qui est de 2005. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un classique des années, début 2000 qui allait chercher le placement d'ouvriers, mais un placement d'ouvriers où les endroits où on pouvait placer notre ouvrier vont évoluer au fur et à mesure de la partie parce qu'on va parcourir un chemin qui va aller de plus en plus vers le château, je pense. En tout cas, on s'entend que la thématique dans ce jeu-là, c'est pas ça, Ouais, c'est pas ce non, qu'il y a de c'est plus ça. fort, là. Où on va venir collecter des ressources et où on va avoir un système. C'est comment ce qui s'appelle la personne là, qui détermine l'ordre de tour. En tout cas, bref, l'ordre de tour est super primordial dans ce jeu-là. Puis c'était un jeu à la base, puis dans la nouvelle version, celui un peu moins, qui était hyper Take that. tranche-gorge. Ah ouais, coupe-gorge. Tu pouvais faire reculer les autres, tout ça. C'était l'époque de ça, là, où on n'était pas dans le euro, tout le monde peut faire ses points. Là. C'était vraiment Ouais, parce que un combat au couteau. Là. les actions s'activaient dans je pense que c'est l'ordre du chemin, là, si je me souviens bien. Là. Absolument. Puis, fait que là, tu sais, si je veux construire, ben là, faut que je fasse des actions avant pour ramasser mes ressources. Mais là, s'il se passe de quoi, puis je peux pas ramasser mes ressources, puis que j'ai l'autre qui va construire en haut, il pourra pas construire les. Fait que là, tout mon tour va un peu chier. Fait que c'est le genre de jeu que ton tour peut te chier dans les mains. Là. Absolument. J'essaie de me souvenir comment il s'appelle, j'essaie de retrouver. Bref, il y a comme un nom d'un rôle là, dans la Ouais, hiérarchie c'est pas l'espèce de meeple avec un monarchique. cheval ou je sais Là. pas trop. Là. Ouais. C'est en faire des cauchemars. Là, quand quelqu'un il se met devant toi, là, puis te bloque, là. Fait que j'adore ce genre de jeu-là où tu as une très forte interaction Okay. dans un jeu de gestion de ressources. Ouais, absolument. Petit jeu économique. Pas trop compliqué encore là, mais quand même costaud. Là. Ouais, Mais de nos jours, c'est pas costaud. Tu sais. non, c'est ça. La complexité comme ça vient du fait qu'il faut justement planifier ses affaires. Vous pouvez planifier au couteau parce que on peut se faire avoir là, dans ce jeu-là s'il se passe quelque chose. Là, fait que. Ouais. Dans la nouvelle version, évidemment, le design a été retravaillé, il est pas mal plus belle, la nouvelle version. Il y a des pouvoirs variables aussi. Chaque joueur a un pouvoir variable. Ah, puis on peut les voler aux autres. Ouais, effectivement. Fait qu'ils ont quand même gardé un petit peu de cutthroat, mais c'est moins pire que dans le premier quand même. Ouais. Je pense que j'ai juste joué une ou deux fois. Je l'ai aussi, cette version-là. Je pense que j'ai joué 2 fois. Je suis pas particulièrement trippé sur ce jeu-là. Ouais. On a joué ensemble. Ah oui, on a joué une game ensemble, c'est vrai. J'ai trouvé ça correct, mais tu sais, moi, ce petit côté-là, take that, dans les jeux de gestion, ça vient moins me chercher. Je peux comprendre pourquoi. Fait que ça, c'est la position 90. Okay. Alors, la 89, c'est un peu mon fourre-tout.
jeu de guerre, Wargame. Oh. Alors, c'est celui que j'ai choisi, mais je pourrais avoir mis d'autres choses, mais je pense que c'est mon préféré, si c'est celui que j'ai mis là. Il s'agit de Pax Porfiriana. C'est un jeu de Matt Eklund. Et Phil Eklund. Ouais. Eklund. Qui sont Phil qui est l'autre, qui est un astrophysicien qui a fait toutes sortes de jeux, dont certains jeux très, 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 très compliqués, plus que la Lacerda, là, beaucoup plus. Mais celui-là, c'est pas le cas. Là. C'est un jeu assez simple. C'est thématique guerre au Mexique pendant la révolution de début du 20e siècle. Puis, c'est ça, ça veut dire la Porphyrian Peace. Puis c'est comme dans les jeux de guerre, c'est un jeu de reproduction historique. Ouais, fait qu'on a vraiment un fort penchant sur souvent c'est des jeux de cartes, puis les cartes représentent des événements historiques ou des personnages historiques. Mais celui-là, il y a une grande place à l'économie. Okay, c'est vraiment un jeu qui mêle jeu de guerre et jeu d'économie. Okay. Puis ce genre de jeu-là, de la série PAX, est toujours sur une thématique de la paix dans certaines sections là, du monde ou dans certaines époques. Puis, comme dans quelques-uns de ces autres jeux-là, la partie peut durer 20 minutes. Comme elle peut durer 3 heures. C'est un jeu qui a plusieurs conditions de victoire? C'est que dès que quelqu'un a un certain nombre de points de plus que le deuxième, il gagne. Donc, il y a ça aussi dans Pax Pamir, qui est un jeu qui est beaucoup plus aimé et connu que celui-là parce qu'il y a eu une deuxième édition récemment, puis elle est absolument magnifique. Je l'aime, Pax Pamir, mais je trouve que le gameplay, même si le jeu est vraiment moins beau, le gameplay est meilleur, je trouve, de Pax Porfiriana. Okay. Ouais, absolument. C'est une réimplantation de Lords de Sierra Madre, qui est un jeu des années 90. Là. OK, quand même. Fait que c'est quand même des vieux jeux, mais c'était quand même... C'est ça, des jeux avec plein de cartes, plein de combos de cartes, où vraiment, là, t'es constamment en guerre avec les autres personnages. Puis c'est un jeu où t'as des phases d'action, t'as un jeu où t'as un income. Fait que c'est vraiment un jeu économique, là, comme on l'entrevoit. Puis c'est ça. C'est pas trop complexe, 3.6 sur 5. Fait que moi, des fois, c'est ce que j'aime moins là, dans les jeux de guerre comme les coin games, comme Cuba Libre ou ce genre de jeu-là. C'est que je trouve que les règles sont un petit peu trop ardues à apprendre. Les GLT, là, avec des règles full procédurales. Là. Exactement. Ce qui n'est pas le cas dans celui-là. Ça ressemble vraiment plus à un euro, là, je vous dirais. Fait que si vous êtes intéressé par le wargame et vous ne savez pas par où vous plonger, puis que vous êtes déjà habitué à des jeux un petit peu plus euros, celui-là, je trouve qu'il fait mieux le travail pour introduire, même si c'est pas nécessairement un jeu d'introduction. Là. Mais c'est ça, il est un peu entre deux mondes, je dirais. Okay. C'est un euro avec un déguisement de wargame. Ouais, exactement, avec une thématique là, très très forte. Fait que c'est vraiment ça l'avantage de ces wargames-là, c'est qu'on vit un moment historique, mais on le réécrit au fur et à mesure des cartes, puis de comment l'histoire va se passer. J'aurais pu nommer d'autres jeux de GMT aussi que j'aime. Un des jeux, c'est Churchill aussi. J'ai déjà joué. Oh, t'as déjà joué à Churchill, ok, je savais pas. Je sais que t'es pas un grand fan de ce genre de jeu-là. J'ai joué une fois. Est-ce que t'avais aimé ça? Ben, étonnamment, oui. Tu sais, un jeu, Churchill, c'est un jeu qui se joue à juste à 3. Fait que déjà, c'est assez particulier. Là. Fait que non, j'avais aimé ça. J'avais gagné d'ailleurs. Avec Pat? Ouais, avec Pat puis Marie-Pierre dans le temps. Ouais. On avait joué à 3. Ben évidemment, ça joue juste à 3. Évidemment. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un autre jeu de GMT que j'aime beaucoup. Mais c'est pas. Ça, c'est pas un GMT en passant, là. Mais c'est dans la même veine. Là. J'ai joué à aucun PAX
J'ai pas encore essayé cette série de jeux-là. Pax Pamé, j'aimerais ça éventuellement y jouer, là, vu l'auteur. Ouais, Mais ouais, voilà. c'est l'auteur de Root, puis Ouais, de John Company, puis de Fort. exact. C'est le plus accessible aussi, je pense, quand même. Fait que voilà pour mon 89 Parfait. Pax Porfiriana. Ensuite, un classique, Oh. le plus vieux jeu sur mon top 100, Ah ouais. qui a influencé, qui a été influencé par Donjon Dragon. En tout cas, c'était pas mal dans les mêmes années. Tu dois commencer à comprendre c'est quoi. C'est un jeu que j'ai énormément joué quand j'ai commencé mon parcours de collectionneur ludique moderne, et il s'agit de Cosmic Encounter. Un autre jeu que j'ai jamais joué. Ouais, 77 la première version. Ouais, 77 la première L'édition version, moderne puis est 2008. L'édition ouais. Puis c'est celle-là que j'ai joué. Celle Là. de février. j'ai jamais joué avec la première édition. Puis c'est un jeu qui a plein d'extensions où tu t'incarnes un alien. Puis les aliens, c'est le début, tu sais, c'est la symétrie, là, d'où ça vient, la symétrie, là, ça vient de ce jeu-là. De jeu-là, puis C'est le jeu le plus... de Dune qui sont sortis dans les mêmes époques, là. Exactement. Fait que, mais celui-là, la symétrie, c'est parce que tu as 100 aliens différents là, qui font des trucs complètement différents. Ouais, c'est ça, c'est pété. Hein. Puis le but, c'est de le premier qui contrôle 5 planètes. Puis c'est un jeu où on va avoir un jeu de cartes, où on va avoir de la force d'attaque. Puis chacun notre tour, on va devoir aller attaquer une planète. Puis les gens vont pouvoir venir défendre la planète. Fait qu'il y a beaucoup d'interactions et de négociations, de bluffs. Parce que là, tu te dis, OK, lui, il prend un peu d'avance, mais je vais venir t'aider, toi. Puis tu as des récompenses, évidemment, si tu viens aider quelqu'un qui se défend. Donc, jeu de cartes, jeu de négociation, excessivement différent de partie en partie du fait que les aliens, ils ont des pouvoirs Vraiment out of the pété, box, là, ouais, c'est comme ça. pété. Là. Puis des fois, ça fait des games moins intéressantes. Puis des fois, c'est des games qui peuvent durer comme 2 heures, puis c'est intense. C'est pas un jeu qui est très long, là, parce que honnêtement, quelqu'un peut rapidement s'envoler avec la partie en 40 minutes. C'est ça. C'est juste que si tu prends le lead, les autres vont tous te rentrer dedans. J'imagine que c'est un jeu qui s'équilibre avec les interactions des joueurs. Exactement. Donc, il y a une excessivement bonne rejouabilité parce que tu as essayé un alien, tu en as vu 3 autres, 4 autres pendant la partie, tu as le goût de voir les autres, puis tu as le goût de voir les autres, puis avec des extensions, tu peux jouer jusqu'à genre 8, puis on l'a déjà fait, puis c'est épique, là, comme vous pouvez vous imaginer. Là. Des grosses games de Cosmic Encounter, puis là, on négocie. Puis c'est le fun avec des gens qui ont le goût de négocier. Puis c'est correct aussi s'il y a des gens qui veulent moins négocier parce qu'ils sont capables. Leur tour revient quand même. Ils sont pas là à pas faire rien. Puis ces gens-là vont quand même être capables de faire comme ouais, toi tu pourrais quand même venir m'aider, puis à gagner des arguments, même s'ils sont moins forts puis moins vocaux que les autres. Là, puis à un moment donné, des fois aussi, c'est les cartes que tu as en main. Fait que des fois, tu pognes des très très bonnes cartes, puis des fois, tu pognes des mauvaises cartes. Fait qu'il y a toujours beaucoup d'émotions reliées à ce jeu-là. Puis c'est un deck de cartes commun ou c'est chaque peuple qui a son deck de cartes? Ouais, commun. Non, okay. Un deck de cartes commun. Mais on a un petit paquet de cartes qui est comme 1 ou 2 cartes. Là, je me souviens plus exactement, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Qui est spécifique à chaque alien. Okay. Mais les autres peuvent se ramasser avec, puis là, ils font l'effet, mais moins fort que si c'est toi qui se ramasse avec. Ouais, puis tu sais, c'est un jeu qui est encore aujourd'hui un jeu qui FFG continue à sortir du nouveau stock pour ce jeu, fait que ça veut dire qu'il est encore bien vivant, qu'il est encore bien populaire. Ils ont sorti une extension à Gen Con l'année passée, en 2022, qui amène un mode campagne. Ah ouais, ça doit être cool. C'est ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Je rectifie, là, c'est une carte spécifique à chaque race. Bon.
Ça vient de me revenir en voyant les photos. Là. Mais c'est juste que sur cette carte-là, il y a 2 pouvoirs. Si c'est ton alien à toi ou si c'est l'alien de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Fait que jeu, Cosmic j'essaye Encounter, un jeu de party de gamer, dans le fond, c'est vraiment c'est chaotique, puis c'est vraiment le fun. À essayer un jour. Absolument. Ça me fera plaisir de te le montrer. Mon numéro 87. J'y ai joué récemment avec toi dans une de ses configurations qui est sa moins bonne. C'est ce que j'ai réalisé parce que j'avais joué à son maximum player count puis j'avais adoré ce jeu-là. À 2, vraiment moins bon. Il s'agit de Manhattan Project 2. Midnight. Minutes to Midnight. Ouais. Alors, il fait partie de la série Manhattan Project. Il y a 3 jeux, je crois, dans cette série-là, puis il y en a un 4e qui s'en vient. Ouais, le 2e. Lui, c'est le 3e, même s'il s'appelle 2. C'est ça qui est quand même drôle. Parce que le 2e, c'est Energy Empire, puis lui, c'est le 3e. Exact. C'est un jeu, donc ça se passe 20 ans après le Manhattan Project, qui était, dans le fond, la nucléarisation là, des États-Unis. Puis là, on est à la tête, dans le fond, d'un des pays qui a accès au nucléaire. Puis, on lance pas de bombes à personne dans le jeu-là. On les construit, puis on fait peur. On intimide les En autres. possédant, on intimide, c'est ça. Puis on envoie des espions. Fait qu'il y a tout un côté guerre froide à ça. Puis c'est un jeu qui va avoir différentes phases de scoring. Puis au début, on va scorer quelque chose, une des facettes du jeu, puis plus tard, on va en scorer une autre, puis plus tard une autre, puis à la fin, on va tout scorer ces phases-là. Fait que par exemple, pour celui qui aura le plus de missiles dans ses sous-marins, celui qui aura le plus de missiles aériens, celui qui en aura le plus, qui aura fait le plus de tests. Puis il y a des buildings, en tout cas, bref, il y a plusieurs types de scoring. Puis c'est un placement d'ouvriers, mais avec vraiment une twist intéressante. D'ailleurs, je pense que les 3 sont des placements d'ouvriers avec quand même une twist intéressante. T'as plus joué à Energy Empire que moi, j'ai joué. J'ai pas joué au premier. Ouais, je te l'avais montré. Ouais, exact. Attends, je pense que j'ai joué au 3, mais je suis juste plus sûr parce qu'il se ressemble un peu en termes de look puis tout. Ouais. Le premier, j'ai jamais joué. J'ai joué beaucoup à Energy Empire, puis j'ai joué une fois à celui-là, 2 Minutes to Midnight. J'ai pas joué au premier, moi non plus. Fait que ouais, j'ai joué au même que toi. Celui-là, fait que comme je dis en entrée de jeu, c'est vraiment un jeu qui va bénéficier qu'on soit 5. Parce que une des mécaniques principales, c'est que tu places tes ouvriers, puis à un moment donné, tu les reprends pour pouvoir les activer, puis là, ça va faire avancer la game. C'est ça qui fait avancer la game, en fait. Puis à 2, ce qu'on a trouvé, c'était que la game est trop longue. on avait été capable de tout faire. On avait juste été capable de tout faire. Ce qui est moins intéressant un petit peu. Mais à 5, les interactions sont vraiment, vraiment très bonnes. C'est vraiment. Puis c'est un placement d'ouvriers, un petit jeu économique aussi. Fait que... Ouais, puis à 5, tu vas essayer d'avoir un bon timing pour les scoring, mais tu pourras pas toutes les faire. Fait que tu vas en abandonner certains en disant, OK, je vais me concentrer sur lui, qui score dans 2 scoring, puis je vais le maximiser. Puis à la fin, je vais le rescorer une deuxième fois fort. Fait que. Nous autres, on avait juste tout fait fort. Fait que c'est comme. Ouais. On n'a pas aucune tension, puis on n'était pas bloqué. Les agents secrets n'ont pas le même pouvoir, ils n'ont pas autant de potentiel non plus à 2 qu'à 5. Fait que c'est vraiment un jeu qui bénéficie de jouer à plusieurs. Puis qui n'est pas trop long, là, un 2 heures à 3 heures à 5 joueurs. Mais je me souviens là, d'une partie à 5 qu'on avait fait, puis je pense qu'on était 4 qui suivaient à 1 point de différence. Wow. Ça fait toujours des super belles fins de partie. Là. Quand t'es pas sûr qui va gagner puis qu'on est tous à 1 point de différence. Fait que ouais. Manhattan Project 2, Minutes to Midnight, c'est mon numéro 87. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le 4e.
Je pense qu'il est beaucoup plus simple. Ouais. Parce que Minion Game, je pense plus qu'il édite des jeux. Là. Le propriétaire était décédé dans les dernières années. Fait que je sais pas si il édite chez quelqu'un d'autre. Mais j'ai vu passer une annonce. Ça s'appelle War Machine. Ça s'appelle War Machine, okay. Je pense. En tout cas, je le vois pas sur BGG. Ouais, Manhattan Project War Machine 2023. Ok. Puis c'est qui l'éditeur? C'est Grail Games qui le fait. C'est ça. Fait qu'ils ont repris les droits de cette série-là. Ok, c'est cool. Puis d'ailleurs, le look est vraiment beau de War Machine. J'ai hâte de voir si le gameplay va être bon. Ouais. Donc, c'était mon numéro 87. Mon numéro 86, il s'agit de Carpe Diem de l'auteur Stefan Feld qui fait son entrée dans mon top 100. Ce sera pas ton seul, lui, j'imagine. Non, ce sera pas mon seul. Fait que tantôt, quand je parlais des jeux qui sont... on fait des points chacun de notre barre, tout ça. Stefan Feld est assez connu pour ça, on va se le dire. Mais dans celui-là, c'est pas le cas. C'est un jeu où on... C'est un des jeux que le scoring est le plus coupe-gorge. Oui, exactement. Fait que les manches, c'est un draft de tuiles, assez conventionnel. Mais le scoring, à la fin de chaque manche, est choisi par celui qui a le plus d'influence au Sénat. Puis là, tu peux gagner des influences au Sénat de différentes façons. Là. Puis, après ça, ça bloque ce scoring-là pour tous les autres joueurs, pour tout le restant de la partie. Fait qu'il y a un certain nombre de scoring selon le nombre de joueurs, là, qui est à peu près le nombre de joueurs fois le nombre de manches, plus quelques petites affaires. Là. Il n'y a pas tant de place de lousse. Il ne reste plus beaucoup de choix. C'est ça. C'est là où je veux en venir. Donc, c'est un jeu simple, 2.5 sur BGG. Placement de tuiles. Oui. Mais où il y a beaucoup toujours de décisions. Il y a de la décision dans ton draft, il y a de la décision sur qu'est-ce que les autres, tu penses qu'ils vont faire comme scoring, puis qu'est-ce qui va te rester comme scoring, puis essayer d'aller faire, aller d'être plus loin dans ton Sénat pour être capable d'aller chercher avant les autres. Ça fait énormément d'interactions pour un jeu assez simple, assez commun dans sa main. Un jeu de placement de tuiles, tout le monde a déjà joué à ça, c'est assez familier. Il y a un petit aspect, un engine building dans le jeu-là. Parce qu'en plaçant tes tuiles, tu vas faire des bâtiments, puis tes bâtiments, c'est ça, quand tu es construit, c'est ça qui te donne des ressources. Puis les ressources vont être utilisées pour faire les scoring. Fait que... Ouais. Puis tu as un scoring de fin avec tes villas. Fait qu'à travers tout ça, il faut que tu gères ta villa. Ben, tu n'es pas obligé, mais c'est une des façons de scorer pour te faire une longue villa pour scorer bien à la fin en plus. Tu as des objectifs aussi autour de ton plateau. Dans telle ligne, il faut que tu fasses passer un bâtiment bleu. Dans telle autre ligne, un bâtiment jaune. Dans telle colonne, un bâtiment brun. Fait que tu as aussi ces objectifs-là à les ramasser. Fait que tu as quand même un puzzle spatial intéressant en plus du reste du jeu. Là. Absolument. Puis c'est un jeu qui, la première édition était terrible. Ah non, c'était le look, ridicule. Les couleurs, c'était comme difficile à différencier certains bâtiments, tout ça. Ouais, puis il y avait deux. C'est le verso des tuiles. Là. Dans le fond, il y avait des verts pâles puis des verts foncés, mais à peine plus foncés. Là. C'est comme si t'as pas une bonne luminosité, tu différenciais pas les tuiles. Là, le monde se sont plaints à côté. Puis quand ils ont fait la deuxième édition du jeu, celle avec la boîte blanche, justement, celle que j'ai, ben là, le verso des tuiles sont noirs et blancs. Fait que là, on se trompe plus. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, Carpe Diem, un des plus légers, en fait, de Stefan Feld, mais que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est bon. Je l'ai encore, moi aussi. J'ai joué l'année passée, justement. Simple et efficace, puis plein d'interactions. C'est vraiment ce que je préfère, en fait. On voit la tendance. Ouais. Fait que ça, c'était mon numéro 86. Alors, mon numéro 85, c'est un jeu de 2015. Puis, honnêtement, c'est une série de jeux. Ça, c'est celui que je préfère, mais honnêtement, j'aime les trois. Puis il s'agit de Seven Wonders Duel. Ouh. J'ai pas eu l'occasion de jouer souvent à Seven Wonders Duel parce
Euh, Parce que j'ai d'autres jeux à deux que je joue avec ma conjointe, avec ma copine, qu'on aime un peu plus. Euh, mais les seules fois que j'y ai joué, j'ai adoré mes parties. Puis j'ai joué énormément à Seven Wonders. Récemment, j'ai joué à Architects que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est comme la version la plus accessible. Pas Ouais, que la Seven version Wonders c'était familiale. particulièrement difficile, mais pour, mettons, vraiment jouer avec n'importe qui, là, Seven Wonders Architects, c'est possible. Mais ça, c'est la version la plus gamer des trois, on va se le dire. Là. Puis c'est une Oui. version en duo euh, où chaque manche, on va devenir drafté, mais au lieu qu'on draft en passant la main, on a ces fameuses pyramides-là, qui est un travail, dans le fond, de la collaboration entre Bruno Catala et Antoine Boza. C'est un jeu à la base d'Antoine Boza, mais Bruno Catala est venu y mettre sa magie, puis ça l'opère. Le Catala Ça Effect. l'opère en maudit. Ouais, le Catala Effect, effectivement. Dans ce jeu-là, on le voit. Puis récemment, il a fait Splendor Duel, auquel on Oui, a joué ensemble, Catala Effect que j'ai aussi. vraiment trouvé très, très, très bon aussi. Ouais. Moi, c'est un de mes jeux de duel préférés, Seven Wonders Duel. Quand j'ai fait mon premier top 100 en 2018, c'était mon jeu numéro 2. Que je l'aime énormément. J'ai pas joué tant que ça dans les dernières années, puis un peu comme beaucoup de jeux, mais probablement mes 10 dernières parties, c'est des parties que j'ai jouées sur BGA. On avait fait un tournoi justement l'année passée de Seven Wonders où j'ai perdu en finale contre Patrice. Oh, Non, vraiment cool. Puis j'ai même joué contre du monde au hasard sur Board Game Arena. Puis des fois, c'est drôle parce que je tombe sur des abonnés YouTube. Fait que là, ils sont comme Hey, salut David. Ah, salut. Ils sont comme... Parce que mon nickname, c'est Professeur BG avec le logo. Fait que là, ils sont comme ouais, Oh. J'ai souvent rencontré des abonnés sur Board Game Arena. C'est drôle. Mais il y en a même une qui m'avait montré les absolument. extensions de Seven Wonders Duel parce que je les avais jamais essayées. Je les ai à la maison, mais je les ai jamais joués. Mais je n'ai essayé une des deux. J'ai essayé Panthéon sur Board Game Arena, qui rajoutait quand même des décisions intéressantes avec le board, avec les dieux. Là. Mais oui, oui, moi aussi j'ai déjà essayé Leaders, je pense. Je me Leaders, souviens c'est plus dans trop Seven Wonders. Ah, c'est dans Seven Wonders Attends, normal, je là. pense. Ben, j'ai essayé Panthéon alors. Ouais. Ouais. Fait que oui, j'ai déjà joué Panthéon moi aussi. Ça fait un certain temps, par exemple. Je me souviens plus exactement des spécificités. Ouais, Honnêtement, c'est un excellent jeu, sans ouais le jeu de extension. base est excellent, c'est ça. Ouais. Puis le fait qu'il y ait tout le temps les trois façons de gagner, tu sais, t'es jamais. Tu sais, des fois, tu peux avoir l'air moins. L'autre a l'air d'avoir une meilleure game que toi, mais tu peux le pousser à fond avec la victoire militaire, puis gagner pareil. T'sais, oui, tu peux être en retard dans Une les partie par points, la bande. tu peux être en retard dans le côté économique du jeu, tu sens que tu as moins de ressources, puis ça roule moins, mais tu peux quand même réussir à gagner par la science ou par le militaire. Fait que il va toujours avoir une tension jusqu'à la fin dans ces parties-là. Fait que c'est toujours le fun à jouer. Absolument. Excellent jeu. C'est un excellent choix. Donc, c'était mon numéro 85. Mon numéro 84, c'est le premier jeu de cet auteur-là, mais il se retrouve plusieurs autres fois dans mon top 100. Il s'agit de Newton. Oh, Simone! Simone Luciani. Avec Nestor. On est vraiment dans le sweet spot du euro Ouais. avec ce jeu-là. Le euro, pas beaucoup de tension au niveau des interactions et tout ça. C'est un peu un jeu solitaire. C'est son plus gros défaut, je dirais. À part sur le plateau, il y a quand même, puis dans l'arc, dans les technologies, là, dans l'arbre de technologie, il y a un petit peu Ouais. de course. Là. Mais en général, il y a un peu d'interaction. Mais j'adore le puzzle que représente ta petite bibliothèque. Ouais. Puis ton jeu de cartes. Le jeu de cartes est intéressant, le puzzle de ta bibliothèque est intéressant. Puis tu as quand même une tension à aller chercher ces belles petites tuiles-là sur le plateau avant les autres. Euh, Puis c'est juste efficace, je trouve, comme Euro. C'est juste, on dirait que c'est un feel-good d'Euro. On dirait que ça vient cocher les cases là, de ce qui est réconfortant. T'sais. C'est pas un jeu où tu vas avoir, comme je les préfère, là, où tu as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interactions, puis tu es tout le temps sur les nerfs. Celui-là, il est un petit peu plus relax, je trouve. Ah Puis ouais. ça, des fois, c'est plaisant, puis c'est la raison pourquoi j'aime celui-là.
Ouais, puis l'engine de cartes, il est vraiment cool parce que on a des cartes avec des symboles qui représentent les 5 actions que tu peux faire dans le jeu. Puis à chaque fin de manche, tu vas devoir prendre une des cartes que tu as jouées dans la manche, puis la glisser sous ton plateau. Fait que tu perds cette carte-là, mais elle devient un icône permanent d'action. Fait que si c'est, je sais pas, l'icône de voyage, ben à chaque fois que je vais faire l'action de voyage dans les autres manches, ben je vais avoir déjà un symbole de plus parce que quand tu fais une action, tu la déposes sur ton plateau, puis le nombre de symboles que cette action-là, c'est la force de ton action. Fait que tes symboles que tu mets en dessous deviennent des symboles permanents. Fait que tes actions deviennent de plus en plus efficaces plus tu avances dans la partie. Mais c'est aussi la décision de ah oui, je veux vraiment jouer mes meilleures cartes. Ah, mais je peux pas jouer toutes mes meilleures cartes parce que ben là, je vais en perdre une, mais je veux pas en perdre une. Mais là, quelle icône je veux mettre en dessous? Vraiment un beau casse-tête. Puis pour un système avec 5 actions, dont une qui te permet d'acheter des cartes, une qui te permet d'acheter les livres dans ta bibliothèque, qui te font des incomes de points. T'en as une qui te permet de bouger sur le plateau, t'en as une qui te permet de bouger sur le plateau de l'arbre des technologies un peu, là, qui te permet d'aller chercher des bonus, des objectifs de fin de partie aussi. Puis t'en as une, c'est une traque de revenus tout simplement qui te fait de l'argent. Fait que c'est aussi simple que ça, les 5 actions, mais c'est tellement un beau système élégant puis satisfaisant, comme tu dis. Ceux qui aiment les jeux de comboing, là, ben, c'est vraiment efficace, c'est vraiment le fun. Puis c'est un jeu que le setup, il est un peu long, mais il met beaucoup d'aléatoires dans la partie, fait que ça fait que tes games vont être différentes d'une à l'autre. Fait que dans ce temps-là, c'est pardonnable que ça soit un peu long. Absolument. Puis ce que j'allais dire, c'est que par rapport à, mettons, Marco Polo ou d'autres jeux, il est un peu moins serré, mais il est quand même assez serré. Les objectifs, tu peux pas aller en faire trop. Non, t'en fais pas tant. Ceux que tu veux faire, tu veux les ça, maximiser. Ça, c'est quand même tendu à ce niveau-là. Là, puis là encore là, tu as des personnages asymétriques, mais sont un peu moins asymétriques que dans Marco Polo. Ils sont moins forts, je veux dire. Là, sont en fait, tu as comme des cartes de scientifiques, puis là, tu peux aller faire certaines actions, certains achievements dans le parti pour les jouer. Puis qui ont des pouvoirs vraiment forts, mais c'est comme des one-shots, c'est pas des passifs. C'est des one-shots, c'est ça. C'est ça. Mais t'en as 4, c'est quand même cool ça aussi. Ouais, c'est vraiment le fun. Fait que Newton. Un excellent choix. De Simone Luciani. Oh, ce sera pas le dernier, là. Non. Le numéro 83, c'est un jeu assez récent de 2020, d'un auteur que je ne connaissais pas avant. Ça s'appelle La Cathédrale Rouge de Red Cathedral. Ouais. Que tu as découvert au Delirium. J'ai vraiment été agréablement surpris que j'ai joué avec Alex au Delirium par ce jeu-là. C'est un jeu où c'est un jeu de gestion de ressources économiques avec des dés, avec un contrôle de majorité. Une rondelle. Et une belle rondelle. Ouais. T'as juste 3 actions que tu peux faire. T'as 3 possibilités d'action. Soit aller réserver un endroit pour construire la cathédrale, soit aller chercher des ressources sur la rondelle, ou soit construire une partie de la cathédrale. C'est super simple, mais il y a vraiment des beaux petits combos. Tu peux aller un petit côté engine building à améliorer ton plateau personnel. Puis tu es constamment en train de regarder où les autres c'est quoi qu'ils sont allés réserver sur la cathédrale parce que le scoring est vraiment, vraiment une action près te peut faire te perdre beaucoup de points. Fait que t'es vraiment en combat avec les autres là, de majorité. Puis ça se fait à la fin, mais toute la game, tu build up cette majorité-là. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment un sweet spot, en fait. Là, 2.8 de difficulté, mais il y a du jeu là-dedans. Puis c'est une toute petite boîte. Et puis ça joue en une heure, comme ça. 1 heure, 1 heure et quart. C'est pas tant long. Là. Non, c'est pas long. Puis dans le temps que tu y joues, pour le peu d'espace que ce jeu prend, c'est comme... Il y a beaucoup de jeux dans une petite boîte. Là. C'est vraiment ça que j'aime. Ouais, je l'ai essayé une fois. J'ai bien aimé ça. J'ai juste joué à 2. Toi, je pense que tu l'avais essayé à 3. Ça, le côté J'ai essayé
2, 3 et 4 à cette heure, Ok, maintenant. ouais. C'est sûr que le côté majorité, parce que dans le fond, chaque colonne de cartes dans la cathédrale, il devient une colonne de scoring, puis celui qui a le plus de Ouais. jetons dessus va pouvoir scorer les points. Fait que c'est sûr qu'à 2, un jeu de majorité, c'est pas pareil comme le jeu à 3 ou à 4, là, mais ça fonctionne Mais pareil. Mais c'est ça. il scale quand même bien malgré ça, mais effectivement, c'est plus le fun à 3 puis à 4 parce C'est que ça. c'est moins un contre l'autre. C'est plus corsé. C'est un petit peu plus, tu peux pas te mettre partout. Il faut que tu fasses des choix un peu plus déchirants à 3 puis à 4. Ah oui. Donc, Excellent la choix. cathédrale rouge, j'ai été très surpris par ce petit C'est vrai que jeu-là de ça a l'air de 2020. rien, ce jeu-là. Non. Puis tu sais, il y en avait une couple des jeux de rondelles comme ça que j'avais aimé, mais qu'au final, je trouve qu'ils ont pas gardé une longue longévité. Euh, je pense à. Je me souviens plus de son nom. Des fois, j'oublie les noms des jeux. Wow, c'est pas comme si on en Normal. jouait des centaines par année, là. Non, c'est ça. En plus, j'y ai joué avec toi. Tu sais, il y a 2 rondelles là, de chaque bord, puis tu prends des ressources d'un bord, puis tu dépenses de l'autre. Là. Une bonne Non, en tout question, cas, tu vois, bref. même moi, je me souviens pas de tous les jeux que je joue. Ouais. Bref. Celui-là il était moins bon, mais avec Cathédrale Rouge, je trouve que le fait que c'est une contrôle de majorité, Ça ça change ajoute aussi, plus ça ajoute d'interaction, un ça petit côté change de partie corsé. en partie. Ouais. Ouais. Puis dans ça aussi, tu as t'as des cartes qui sont variables à chaque partie. La cathédrale est variable à chaque partie, etc. Fait que, une petite rejouabilité. J'ai pas essayé l'extension, mais apparemment que c'est très bon aussi. Super. Donc, mon numéro 83, c'était la cathédrale rouge. Donc, 2 euros qui viennent de passer, mais là, on retourne dans le très, très interactif. 1999. Ouh. Il s'agit de Boss. BUS. Ah oui. J'ai joué une fois. Qui est, je crois, le premier Splatter game, ou en tout cas, un des Peut-être. premiers. Il y a des gens qui connaissent vraiment beaucoup les Splatter, puis j'en suis pas un, fait que je voudrais pas dire Ouais. de niaiserie, mais je crois que c'est le premier. Euh, c'est un jeu, ouais, ça a l'air d'être un jeu d'enfant, là, la nouvelle couverture, là, mais c'est en fait un jeu de network puis road building. Tu as des points d'action. Avec du pick-up and deliver un peu. Euh, Puis tu fais du pick-up and deliver, placement d'ouvrier-ish. Là. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que c'est pas Kalos le premier placement d'ouvrier, ce serait Ah ouais. celui-là. Ouais. Ouais, Euh, il y a un côté programmation, par exemple, dans lui. Exactement, un peu plus comme dans Dominant Species-ish. Là. Faut que tu planifies qu'est-ce que tu vas faire, après ça, on va les résoudre dans un certain ordre. Ouais. Euh, donc, c'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup, mais les fois que j'y ai joué, c'était des expériences très fortes, très interactives, très crève-cœur. Là, tu sais, comme, Ouais, ça aussi, il est venu se mettre c'est là. un jeu qui peut donner take that solide, là. Ouais, exactement. Ouais. Euh, Donc, ouais, je pense que c'est un classique de ce genre de jeu-là. Il mérite d'être joué, euh, je trouve. Euh, Puis je pense qu'il a laissé place à d'autres jeux qui potentiellement sont, ben, pas potentiellement, qui sont meilleurs de nos jours. Dont un qui va se retrouver beaucoup plus loin dans mon top 100. Oh. Euh, mais en fait, c'est ça. Fait que je le mets, entre autres parce que oui, j'ai eu des excellentes expériences à y jouer. Je sais que je jouerai peut-être pas souvent, mais je trouve qu'il est emblématique dans un style de jeu que j'aime beaucoup, qui est le construction de réseau. Un jeu de construction de réseau, très intéressant. Ouais. J'ai joué une fois, moi, comme tu disais. Ça a été moins, moins mon style de jeu, mais j'ai pas détesté l'expérience, mais c'est moins ce que je recherche dans ce genre de jeu-là. Absolument, je peux comprendre. Fait que, juste petite parenthèse, parce que j'ai pas vraiment dit, mais les Splotter Games, c'est ceux qui ont fait Food Chain Magnet, Antiquity, Ok. The Great Zimbabwe, Indonesia, qui sont des jeux assez lourds, là. Ouais, Boss, il vous jettera pas à terre par sa production, par contre, là. Non. Aucun de ces jeux-là, d'ailleurs. Ouais, non, c'est ça. Il mise sur le gameplay plus que le matériel.
Food Chain Magnet, on pourrait y trouver son charme parce qu'il y a un look Petit look particulier. rétro. Là. C'est ça. Mais en général, leurs jeux sont très basiques au niveau du look. Fait que Boss, numéro 82, un classique. OK. Et le dernier de ce segment-là, 81. OK. On a déjà parlé de cet auteur-là, un Vital Lacerda. C'est mon jeu préféré de Vital Lacerda. Fait qu'il n'y en aura pas d'autres plus bas. Il n'y en aura pas d'autres. Cherchez-en pas d'autres. Les fans de Vital Lacerda, vous pouvez arrêter d'écouter. On va être déçus. Et il s'agit de Lisboa. Oh. Ouais. Donc, 2017. C'est un jeu très, très costaud. Difficulté 4.58. Ouais, 4.5, c'est intense. Là. Si c'est un jeu qui se passe à Lisbonne après un grand... un incendie. Au Portugal. Ouais, ben, en fait, c'est pas juste un incendie. Un tremblement de terre. Ah oui, c'est ça. Un incendie. Et à mon souvenir, un flood, non? Un tsunami. Plutôt un tsunami. C'est Voilà. bon, okay. Fait que, il y a eu les trois. Le trifecta des catastrophes. La ville a été complètement détruite, puis là, on fait la reconstruction de Lisbonne. La production, elle est incroyable. Bon, c'est vraiment le designer graphique en moi, là. Ouais, c'est ça, je pensais. Ouais. Tombe dans ce jeu-là, puis je me baigne dans mon liquide préféré. Là. Tu sais, je veux dire, c'est tellement... C'est du dessert. C'est manger un gâteau jouer à ce jeu-là, tellement que c'est beau, puis agréable, puis que c'est bien iconographié, puis malgré toute la complexité que ça a, c'est un charme. Par contre, il y a beaucoup de règles à avoir ici en arrière-pensée, puis c'est vraiment ça qui fait qu'il n'est pas plus haut, puis que je le possède même pas, en fait. Parce que tu tellement difficile à sortir. Mais quel plaisir. Visuel et évidemment économique, engine building, city building, comme il y a de tout là-dedans. Il y a du placement de tuiles, il y a du draft, il y a du contrôle de majorité, il y a du end management. Fait que c'est comme on est habitué avec cet auteur-là, il y a beaucoup de choses mélangées ensemble, puis ça fonctionne bien, mais avec des règles assez opaques, malheureusement. J'ai pas essayé celui-là. Le seul autre que j'ai joué à part On Mars, parce qu'On Mars on avait joué ensemble, c'est Gallerist, que j'ai beaucoup aimé. Moi, je l'aime, Gallerist. Ouais, j'avais beaucoup aimé ma partie, mais j'ai pas rejoué depuis. Là. Ça fait quand même plusieurs années. Gallerist, On Mars, Lisboa. C'est pas mal pour moi, je les aime les trois. Gallerist, c'est le plus simple, fait que ça devrait être lui qui est là, mais c'est moins un coup de cœur. En plus, l'art, c'est quelque chose que j'aime et que je suis intéressé. Mais je trouve que le gameplay est moins satisfaisant que les deux autres. Okay. Fait que Lisboa pour mon 81. Et voilà, ça termine ton deuxième segment de Top 100. Ça avance bien notre affaire, là. Ouais. Donc, encore une fois, on vous invite, chers auditeurs, à venir commenter les choix de Pierre-Marc dans les commentaires sous la vidéo. Venez discuter de ses choix, dire ce que vous avez pensé de ces jeux, lesquels vous aimez, lesquels vous n'avez pas aimés, lesquels ont été des coups de cœur quand vous les avez découverts. Venez jaser de ça, ça va nous faire plaisir. Et encore une fois, merci à toi de se prêter à cet exercice de partager ton top 100 avec nous. Et pour vous, à la maison, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, à Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous supporter aussi sur Patreon si vous aimez les vidéos qu'on fait. Ça peut vous donner accès à notre communauté de Discord. Et on va vous souhaiter une excellente fin de journée et continuez de gamer.